Chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute ultra spéciale et particulière, car j'ai avec moi Monsieur Philippe Despalières. Comment vas-tu bien, Philippe? Bonjour, je vais bien. Vous n'êtes pas sujet à un voyage dans le passé, non du tout, même si j'ai dans les mains une petite boîte qui répond au doux nom de la guerre des moutons. Nous allons faire un petit truc extraordinaire, un truc qui... Il faut du temps pour le préparer. Hein, il faut à peu près une quinzaine d'années, parce que Philippe, qui est là, est quasiment l'un des tout premiers auteurs à être venu nous voir chez Trick Track avec le Dr Mops. Il y a de ça des années. On s'occupait d'un... Excepté les auteurs qui habitaient Orléans. Voilà, oui, Dominique Erard, qui était venu voir, mais ça c'était logique. Mais tu es le premier. On organisait, je me souviens, des soirées dans un café littéraire, et tu étais venu nous voir. Trick Track débutait à peine avec un prototype. Donc il y a je sais pas, c'est combien de temps ça? 13 ans? Eh bien, ça fera 15 ans en décembre. En 2001, tu étais venu nous voir. J'étais venu fin 2001, on est début 2016, donc ça fera 15 ans en décembre. Où tu es venu nous présenter un prototype qui allait devenir la guerre des moutons. Et ce jeu, on n'en a jamais parlé dans les Trick Track TV, puisqu'à l'époque, ça n'existait pas. Bah ouais. Et on s'est dit, ben voilà, on devient des vieux cons, et on va ressasser un peu le passé de ce qui nous a amené où on en est maintenant, du monde du jeu de l'univers. Moi, je me rappelle que j'étais venu parce que vous m'aviez invité au sujet de Loup-garou qui commençait à sortir. Oui, et oui. Vous étiez déjà vite fait sur le truc parce qu'il était sorti officiellement il y avait 2 mois. Ouais. Et je suis venu à cette soirée jeu qui terminait à l'époque souvent par un loup-garou. Oui, Et souvent, je suis ouais. venu avec ce proto et je me rappelle que tu avais quand même fait un petit reportage Ouais. avec des photos et j'ai vu un truc très charmant. Donc le jeu n'était pas sorti. Un charmant gars, je sens qu'on va reparler de ce jeu-là ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Hein, j'étais pas encore tout à fait ce que j'appelle maintenant un professionnel. Non, mais quand même, il y avait du nez. Oui, je me souviens. tu étais même encore très très frais. Tu disais, en fait, le professionnel à l'époque, c'était plutôt Mops. Ouais, ouais. C'était spécialiste du jeu. et Le mec qui s'y connaît en jeu, c'est le Mops. Ouais, ouais. Moi, je suis le sale con. Et toi, tu étais le sale con de joueur de Magic. C'est ça. Alors que maintenant, ça a changé. Voilà. Hein, le gros. Donc, tu étais venu avec ce prototype qui, depuis, a fait son chemin et on n'en a jamais parlé dans les Trick Track TV parce que les Trick Track TV sont arrivés bien plus tard et lui-même s'est développé et le monde du jeu s'est développé. Donc, ce qui est rigolo, c'est d'abord de rappeler de l'histoire. On va faire un petit papotage, hein. On va faire ça en trois épisodes, si tu veux bien. On va papoter de ce jeu, de comment, pourquoi, tout ce que ça a impliqué. Ensuite, on va faire une explication, parce que ce qui est rigolo, c'est que la boîte que j'ai entre les mains est extrêmement neuve, et c'est une édition récente, parce que ce jeu, en 15 ans, est toujours disponible. Il fait partie de ces jeux qui se sont installés dans l'histoire du paysage ludique C'est français. même incroyable. C'est-à-dire, il y a des jeux qui se développent, il y a des jeux qui baissent, et il y a des jeux comme la guerre des moutons qui s'installent à un niveau et qui restent à ce niveau. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que la première année de vente du jeu, en 2002, il s'est vendu plus que les loups-garous. Il se vendait autour de 20 000 exemplaires. Et il se vend depuis 15 ans autour du même nombre. Alors que les loups-garous ont commencé vraiment très bas et ont explosé. Et voilà. Donc, en gros, on va d'abord vite fait expliquer de quoi il est question. Ouais. On détaillera dans l'explication. Et puis, on va réfléchir à comment tu l'as conçu. Et après, sa petite histoire avec son petit prix ludique qui débutait, etc. Donc, le principe, c'est un jeu de tuiles. C'est à l'époque, le principe de base. Non, Carcassonne n'existait pas, justement. Parce qu'on me dit, c'est un Carcassonne-like, ça énerve un peu. Effectivement, il est sorti après Carcassonne, mais comme les auteurs le savent, il est sorti, je crois, 6 mois après Carcassonne. Et ça faisait 2 ans que un certain Marc Nunes, qui avait une petite société qui s'appelait Asmodée et qui commençait à se dire qu'il allait faire des jeux de société, il l'avait dans son bureau en disant, je le fais. Et puis finalement, il n'avançait pas parce qu'il avait plein d'autres projets. Et donc, il a été fait 100% à Tiercelieu, ce jeu. Tiercelieu, qui est mon village de Balchin. Donc, avec Caroline, ma chérie, avec François Bruel, l'illustrateur, on habitait tous les 3 dans ce village et on a bossé complètement sur ce jeu parce que ça faisait 2 ans que j'attendais, j'en avais marre. Et il est sorti en 2002, mais je l'ai fini en 2000, ce jeu.
Il est sorti en mars 2002, mais je l'ai fini en 2000. C'est un principe fondé sur les dominos. C'est ça, parce qu'on va montrer vite fait une tuile. Le principe, c'est qu'on a une tuile qui est comme ceci. Il y a 4 côtés, et puis il y a des petits moutons sur les côtés. Il va falloir les assembler. Alors, mon idée, c'est les dominos, et c'est les dominos 4 côtés. C'est ça. À l'époque, il n'y a rien là-dessus. Et en fait, autre chose, je m'aperçois des années. Je crois l'avoir bossé en une journée. Si tu veux, l'auteur, il a une conscience de ce qu'il a. Et c'est le jeu où je me suis dit, putain, c'est incroyable. Le matin à 9h, j'ai une idée. Et à midi, j'ai le squelette presque fini du jeu. Alors, c'est jamais fini parce qu'il faut régler, mais j'ai presque tout dans la tête. Et je me dis, putain, une journée pour faire un jeu, c'est trop facile. Et puis après, on fait une expo au musée de la carte à jouer. Et on s'aperçoit que, en fait, en fouillant tes archives, j'avais fait des proto-étudiants qui étaient des anticipations de ce jeu. Parce qu'on va le rappeler pour ceux qui déboulent dans le monde du jeu depuis très peu de temps et qui n'ont pas fait attention, étudiant, tu étais aux Arts Déco. Oui. Ce qui explique que, parce que si on est étudiant en médecine ou si on est étudiant en plomberie, quoi qu'en plomberie on peut le faire, mais passer du temps à designer des petits machins, il faut mieux avoir un métier qui porte là-dessus. Donc tu étais aux Arts Déco. Ouais, j'étais aux Arts Déco et même en 2 mots, on va dire, j'ai une double formation et je pense que c'est très important pour le jeu. J'ai un bac scientifique et j'ai été aux Arts Déco. C'est-à-dire qu'en proba, je suis pas super mauvais. Comme un certain Fred Henry, j'étais pas si mauvais. Et en plus, artistiquement, j'ai un peu de notions. Quelques notions, Et je pense qu'auteur de jeu, c'est un truc qui vient. Surtout auteur qui veut aller loin dans la réalisation graphique du truc. Donc, voilà. Donc c'est un truc que tu avais depuis des années dans les Et ben en fait, j'ai retrouvé un proto que j'avais fait 15 ans avant, étudiant, qui était un proto de gouachage pour apprendre à gouacher, tu sais. Il fallait faire des exercices de gouachage et j'avais exactement cette structure que j'avais découpée. Oui, parce que la structure, elle est là, on la montre. Et parce que là où il y a un grand truc où je suis vachement fier de mon travail, du travail de Caroline et du travail de François Bruel, c'est d'arriver à déguiser à ce point un jeu abstrait en jeu concret. Parce que c'est un putain de jeu abstrait, Parce que c'est un jeu super abstrait et qui est basé sur le morcellement d'un carré par sa diagonale et que petit à petit, quand on dessine le paysage, on ne le voit plus. Enfin, on le voit, mais on le perd. Voilà. Et ce truc, je le fais comme exercice de gouachage. Je déconne parce que je suis déjà obsédé par les jeux aux Arts Déco. C'est même avant les Arts Déco. J'étais en académie d'art et je devais avoir 17 ans. Et je l'emballe dans une boîte et j'appelle ça Educo Puzzle. Le con, tu connaissais vraiment rien au jeu. Et je marque l'éditeur à ce moment-là, édité par Ferdinand Passe-Temps. T'aimais bien les jeux de mots, un peu comme Bruno Catala. Voilà, mais il n'était pas né. Il n'était pas né encore. Et donc, tu arrives avec ce prototype, et à l'époque, il faut replacer dans le contexte. À propos de Bruno Catala, autre histoire d'auteur, que j'ai peut-être pas dit ici. C'est quoi? C'est que Bruno Catala, des années après, quand il est débutant, il me montre un jeu. Juste avant ça, il me montre un jeu 2 ans avant, qui s'appellera plus tard Guerre et Baie. Il me montre Guerre et Baie parce que j'étais en charge pour un éditeur de choisir des jeux. Il me montre Guerre et Baie et puis et son proto s'appelait, et je m'en rappelle plus, La Guerre des Moutons. Ah ouais. Et au moment où je cherche le titre, parce que j'avais un super mauvais titre, le Remembrement, à un moment donné, je me dis, putain, j'ai une idée, La Guerre des Moutons, comme c'est drôle, comme je suis intelligent. Et en fait, c'est Bruno Catala. Et Bruno, il me dit, mais t'es pas sympa. Et je fais, merde, mais j'avais complètement oublié. Donc, c'est là où je parle. L'auteur, il n'invente pas quelque chose, il y a des influences, il les oublie, etc. Et je dis, merde, excuse-moi Bruno, effectivement, maintenant je me rappelle que tu m'as montré ce proto, je ne me rappelais plus du tout qu'il s'appelait La Guerre des Moutons. Et donc, voilà. Et heureusement, Bruno était déjà un garçon charmant, il m'a dit, c'est pas grave, je vais choisir un autre titre. Est-ce que tu crois qu'un autre jeu sur les moutons, ça va? Je dis, à mon avis, on peut en faire quelques-uns avant que ça pose un problème. Et d'où son jeu qui s'est appelé Guerre et Baie, parce que l'humour ne l'a pas quitté. Eh oui, c'est sacré Bruno. Mais c'est marrant parce que, soyons humbles, parce que ce jour-là, vraiment, s'il ne m'avait pas mis le nez dedans, j'aurais dit, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui l'ai inventé il y a 3 mois. Et tu as eu de la chance qu'on le connaît, Bruno, il peut être ultra violent et faire très très mal. Et là, du coup, il était gentil.
non, je crois pas Ouais. qu'il peut être ultra violent, mais c'est surtout que j'ai jamais voulu lui piquer un titre, quoi. Donc, quand tu viens nous voir avec ton prototype, faut Ouais. replacer, je disais les choses dans oui, le contexte. pardon. Il n'y a pas beaucoup de jeux avec des tuiles. Ça commence, Carcassonne est à peine balbutiant, etc. Donc, nous, d'abord, quand on te reçoit au Café littéraire, on est tous très contents d'avoir un prototype, d'avoir un auteur, même si, effectivement, personne ne te connaît vraiment, finalement. Tu avais fait Armada, tu avais fait tout ça, mais on va dire que le statut, la stature des auteurs n'était pas aussi implantée qu'à l'heure actuelle. Donc tout le monde est ravi de voir ce truc, on se précipite tous dessus, et tout le monde prend grand plaisir à essayer ton jeu, qui va sortir très peu de temps après. Et là où je pense qu'il y a eu un magnifique travail aussi, la vie n'est faite que de choses qui s'assemblent, l'idée est très bonne, elle est très simple, vous le verrez dans l'explication, elle se comprend très rapidement, c'est jouable. Et c'est ce que je dis depuis quelque temps quand on reçoit des gens dans les Trick Track TV à l'heure actuelle et qui nous montrent des jeux. C'est probablement aussi un des jeux qui propose ce principe-là. On peut y jouer comme ça, facilement. On pense qu'on est bête, donc on ne réfléchit pas. Et on va quand même prendre plaisir à faire sa petite décoration, ses petits enclos. Et puis, on peut très bien se péter les neurones, se lévrier. Parce qu'il y a un championnat sur Internet, sur boîte à jeux. Exactement, c'est un jeu abstrait, hyper stratégique et complexe. Et je veux dire, les meilleurs ont gagné 85% de parties. Voilà. Donc si on me parle d'un jeu hasardeux, ça ne va pas le faire. Parce que 85% de succès quand tu as fait 100 parties, c'est quand même assez difficile. Moi, je me suis mis comme challenge, je suis retourné sur boîte à jeux, si vous voulez me défier, je m'appelle Mouton. Et je suis arrivé dans les 10-15 premiers du classement, et là, je suis en train de reperdre pied. C'est un jeu qui peut être très, très pointu. Exactement. Et quand je l'ai fait, et quand je l'ai voulu, entre guillemets, le vendre à l'éditeur à l'époque, j'ai dit, c'est un jeu pour jouer avec vos enfants. Ils peuvent y jouer sans vous, et quand ils sont couchés, vous pouvez y jouer sans eux. Exactement. Et donc, ce qui rend ce jeu, qui est à la fois simple et hyper stratégique, hyper accessible, et qui, à mon avis, explique son succès sur les 15 ans, c'est le travail de François Bruel. Parce que cette boîte-là, que vous voyez que j'ai entre les mains, elle a 15 ans. Ouais. Et on dirait qu'elle a été faite la semaine dernière. Alors, il y a plein de raisons. Parce que, et là encore, je vais revendiquer, c'est qu'en fait, le concept de la couve, c'est moi, et je le vois sur une pub. Ouais. On cherche cette couve avec François depuis très longtemps. Et la couve, on ne la trouve pas. Et je suis assis dans la cuisine de Tiercelieu, j'ai un magazine, et il y a une pub pour l'espace. Et l'espace, c'est la voiture. Et l'espace, c'est une voiture qui permet de voir partout. Et donc, tu vois un paysage de campagne sur une double page. Et puis, dans un coin, il y a un loup qui joue à saute-mouton. Et le discours de la pub, c'est, si vous n'aviez pas vu, un tout petit truc qui se passe avec l'espace, on peut le voir. Et je grossis ce truc, et ce loup qui joue à saute-mouton, je dis, putain, c'est ma couve. Et je dis à François, tiens, pof, je le prends. Et ça permet de dire on va jouer au loup qui mange le mouton, mais ça permet d'enclencher ce discours du conte où on dit qu'il te mange, mais en fait il joue avec toi, etc. C'est mon deuxième jeu sur les loups de cette année-là. Ouais. Et c'est mon deuxième jeu qui marche. Je suis un peu con, j'aurais dû faire un peu plus de jeux sur les loups. Au-delà de la mise en page... Et François, là où il est génial, et Caroline aussi, c'est que même la couve, elle a été montée par petits morceaux. J'ai hérité des dessins préparatoires. François, il a fait des petits objets et on a joué comme à un jeu de placement, tu sais, dans les décors avec les décalcomanies. On a joué ensemble à je te repousse ça, je te mets ça. Le chasseur, il a changé parce qu'il faisait trop alcoolo, etc. Et voilà, ça a fonctionné. Et le orange, alors ça, c'est François. Tout d'un coup, il amène ce orange depuis qu'il y a un certain Tom Varchex qui ramène les années 70, le orange, ça revient. Mais à l'époque, en 2002, le orange, c'est pas une couleur à la mode. Et on se dit déjà, on doit trancher, on fait le orange. Il y a même un peu de grincement dedans chez certaines personnes d'Asmodée, sauf monsieur Philippe Mouret, qui était très content de ce truc. Et notre ami François, là-dessus, réussit il a fait, son trait est juste magnifique. Son trait est magnifique. Voilà, chaque tuile est illustrée avec des petits trucs rigolos. Et alors, rigolos. sur les tuiles, on a bossé comme des fous, ça se voit pas. Mais c'est justement ce rapport à l'abstraction. C'est
Plein de gens auraient mis le truc jusqu'au bord, mais après il y a tout. En fabrication, on sait que ça peut se décaler, etc. La barrière figurée, le fait qu'on est en prise de dessus, mais qu'il faut un peu de rebond. François, il a préparé des petits moutons en noir et blanc dans chaque position. Et Caroline, elle a recoloré, elle a coloré les fleurs, elle a redéposé les moutons. Donc, il nous a donné encore une fois un petit vocabulaire et on s'est amusé comme un jeu pour enfants à mettre les moutons dans les champs. Ils peuvent se faire des bisous. Ils peuvent se faire des bisous. Il y a même un enfant qui a trouvé une règle avec les bisous quand tu joues à un mouton avec les bisous. On les a décalés légèrement. C'est-à-dire que c'est justement ça l'intérêt d'être à la fois scientifique, un peu matheux et artiste. C'est de dire, c'est pas parce qu'il y a une règle qu'il faut pas la décaler légèrement, et c'est pas parce qu'on est fou qu'il faut pas oublier la raison. C'est cette espèce, un jeu réussi, c'est ce moment entre la rigueur et la folie, qui est vachement important, quoi. Et tout ça a amené ce jeu à recevoir le premier jeu de l'année français. Ouais. Alors une histoire un peu spéciale et particulière. Oui, parce qu'il y a une association qui se monte, le président a un inconnu qui est de moins en moins inconnu, s'appelait Monsieur Rivollet, Alain Rivollet, que j'appelais Monsieur le Président, que j'appelle toujours Monsieur le Président, parce que les anciens présidents, on les appelle toujours présidents. Un qui a mis une énergie énorme, c'est un certain Mathieu Despnous, qui avait suscité la création de ce jeu de l'année. Le jeu de l'année qui est devenu beaucoup plus tard accolé à Cannes. Et sur lequel Monsieur Mathieu Despnous a vraiment été très gentil d'accepter ce truc. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand il gueule contre le prix de Cannes, c'est le seul qui a le droit de le faire, parce que quand même, il est quelque part quelqu'un qui était en grande partie... C'était dans ses locaux, et c'était un jury que je me rappelle plus tellement qui y avait, mais des spécialistes. Et j'ai eu l'honneur cette année-là d'avoir 2 jeux sélectionnés sur 6, parce qu'il y avait un petit jeu qui s'appelait Les Loups-Garous, mais bon, il n'a pas gagné. Et par contre, La Guerre des Moutons a gagné. La Guerre des Moutons a gagné. L'année d'après, c'est un jeu de Roberto Fraga. Squad 7, qui est revenu Bingo il n'y a pas longtemps, là. Voilà. Et l'année d'après, ça fusionne. Ça fusionne. Et il y a certains d'entre nous suggèrent que les gens de Trick Track sont peut-être capables de faire partie de ce jury. Et il y a un jeu, je crois que c'est Alhambra, qui gagne. Et après, c'est un peu l'histoire. Je vais raconter l'histoire du jeu de l'année d'Asgore, parce que je la connais par cœur. Et après c'est que de la merde. Un petit truc de merde qui n'a pas fait de vente, qui doit s'appeler Les Aventuriers du Rail. On n'y connaissait pas grand-chose. Et puis après, Les Aventuriers du Rail, ils deviennent jeu de l'année dans tous les pays du monde. Alors, on commence à moins critiquer le jeu de l'année, etc. Dixit, tout ça. Enfin, bref, et puis au début, personne critiquait le prix. Et tout le monde s'en foutait, tout le monde disait que c'est de la merde. Et puis maintenant, tout le monde le critique parce que tout le monde veut l'avoir. Et puis voilà. Une belle histoire. Un peu comme celle de La Guerre des Moutons. Donc voilà, c'est rigolo de se dire que dans le secteur actuel, où tout le monde cherche un hit, tout le monde sort des dizaines de jeux, enfin pas tout le monde, il reste quelques éditeurs qui travaillent encore, on fera tout à l'heure aussi une petite prévision de l'année 2016 de lui-même, il reste des éditeurs qui prennent un produit et qui essayent de le travailler sur le long terme, et ça en est la preuve, c'est-à-dire que pas mal de gens qui sortent un jeu à l'heure actuelle seraient contents de faire 20 000 boîtes, voilà un jeu qui se vend. Tu sais qu'on fait entre 30 et 50 000 boîtes par an, tout pays confondu. De ça. Et qu'on a dépassé les 400, même les 500 000 exemplaires dans le monde depuis la création. C'est juste colossal. Ce petit jeu de rien du tout. C'est juste colossal. Ce petit jeu de rien du tout. Tu te rappelles quand on rêvait de gagner 1 500 € par mois? Ouais. Et ben ce petit jeu, il génère ça. Il me génère 1 500 € par mois. C'est pas mal. Et donc moi c'était... Pour l'entreprise, c'est plutôt bien. Quand je suis arrivé dans mon petit village de Tiercelieu, mon but, c'était de gagner 1 500 € par mois. Et ce jeu, aujourd'hui, depuis 15 ans, me rapporte 1 500 € par mois. C'est quand même... Parce qu'il a été travaillé, il a été conçu, il a été... Alors, il a eu des tas d'autres chances. Ça a été un des seuls jeux, entre guillemets, de pont familial du milieu qui s'est très vite intéressé à d'autres secteurs. Et du coup, il a trouvé sa place dans la distribution hyper spécialisée. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les petits magasins. Il est pratiquement... vendu à 80-90% dans les petits magasins spécialisés. Il y a quelques mini-chaînes qui le travaillent, mais très peu. Il doit y avoir Fnac ou alors Oxybul, des trucs comme ça. Mais il est pas du tout dans la grande distribution. Il n'est pas du tout même chez Toys R Us, etc. Et il va très bien.
En plus, il est très typé franco-franchouillard Ouais. et il se vend très bien en Pologne, en Turquie, en Chine, C'est rigolo. en Russie, en Ukraine, en Hollande, au Portugal, en Espagne. Enfin partout. La guerre des moutons s'est exportée Italie. un petit peu partout. Donc voilà, ça démontre qu'en travaillant bien un jeu, un produit, on peut l'avoir sur 15 ans. Moi, Parce qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Moi, c'est mon but. Hein. Quand on est un vrai paresseux comme moi, on doit travailler très fort pour avoir un très bel objet qui va rester. Parce que si on se bat pour 3 mois, C'est un peu la chiotte. c'est fatigant. Il faudra qu'on fasse une Trick TV sur l'état du secteur par rapport à il y a 15 ans, ce qu'il est, et ce qu'on pense qu'il va devenir. Ouais. Ah, ça te fait tomber la... Bah ouais, mais même toi, t'étais pas bien hier soir. Il y a beaucoup trop de travail, beaucoup T'étais trop pas de choses. content hier Non, soir. c'est vrai, C'est la vrai, première j'avoue. fois que c'est toi qui te J'avoue. plains. Je me plains pas, je me plains Ah, pas. t'étais pas Je content. dis, T'étais pas content. c'est en train de changer. Ouais, C'est en train de changer. ouais. Mais Hein peut-être que nous aussi. Hein. Ah bah oui, on vieillit, c'est aussi ça le truc. Écoute Philippe, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur la guerre des moutons? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la guerre des moutons Parce que tout ce qui est le nombre de joueurs, on va le rappeler Bah dans oui, l'explication du on jeu. a Parce que dit maintenant qu'on a l'essentiel. donné envie, on va... Ah non, on n'a pas Vas-y, dit moi. un truc. Vas-y. La connaissance avec Loïc Lamy se fait sur ce jeu. Ah oui? Ah c'est rigolo parce Et que Loïc donc, Lamy, c'est Mafia des Cubas. et voilà, parce que c'est le mon- name dropping, voilà, Loïc Lamy, c'est Mafia des Cubas, votre dernier jeu sorti. Voilà, et c'est un mec que je rencontre à propos il cherche des trucs sur les loups, et puis il est fan de la guerre des moutons. Il devient fan de la guerre des moutons, et la guerre des moutons est son premier jeu moderne qui lui donne envie. C'était un joueur d'échecs de niveau régional, et c'est ce premier jeu moderne qui lui donne envie d'aller voir ce qui se fabrique, tu vois. Comme quoi. C'est pas que un jeu familial, et il est à la fois un stit et joueur d'échecs de bon niveau, et c'est exactement l'histoire de ce jeu. C'est que si vous êtes un bon joueur de jeux abstraits, vous pouvez toujours chercher. Il y a une petite règle qu'on verra tout à l'heure. En même temps, il y a une autre anecdote par rapport à ce jeu-là. Ouais. C'est François Bruel qui a illustré quasiment le premier, seul et unique jeu du Dr Mops. Puisqu'on a joué à la guerre des moutons, on est venu chez toi, ils se sont rencontrés et paf! Ah, puis je pense que Mops était un peu fan de François. Ah bah parce que François était un personnage éminemment sympathique, Ouais. qu'on a envie d'aimer, et son dessin est vraiment juste somptueux. Ah, ouais, c'est Un peu comme Franck Dion, c'est deux de tes amis en fait. Bah, en fait, j'aime bien les bons. Ah, tu m'aimes bien? Bah ouais. Ouais, c'est cool. Bon allez, on va vous laisser, on va passer à l'explication, et puis la partie. Et si des trucs nous viennent entre-temps, on les dira pendant les autres vidéos. Merci Philippe d'être venu jusque-là, c'est rigolo d'avoir ce jeu dans les mains avec sa petite règlounette et une boîte aussi neuve, parce que le jeu a une grande carrière. On va regarder ses caméras droites dans l'objectif et on va dire Generai. Ben ouais. Ouais, Generai.